Merci Jean-François, on est de retour dans la zone Country Rock et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. Hey, on parle aujourd'hui, Pierre-Paul, de différents sujets, mais un sujet qu'on n'a pas pu aborder la semaine dernière parce qu'on on avait des sujets intéressants puis on a vraiment pris notre 15 minutes là-dessus. Mais c'est important d'en parler, c'est le dossier de crédit. Le dossier de crédit des gens, c'est souvent ce qui leur permet ou non d'aller faire des emprunts, puis d'aller se chercher un véhicule. Ça doit concerner également les maisons et tout ce qui est emprunt, en fait. Oui, dès qu'on fait un emprunt, c'est un des outils qui est regardé beaucoup par les institutions financières. Je dis un des outils parce qu'il y a des gens qui ne jurent que par leur code de crédit, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont regardées. Tu sais, notre salaire va être important, notre niveau d'endettement va être important, et ça, c'est des éléments qui ont aucun rapport avec la cote de crédit. Donc, c'est important de séparer ça dans notre tête. Et c'est important aussi de savoir que cette cote de crédit-là, elle est à deux endroits. Elle est à Equifax, elle est à TransUnion. Et ces deux endroits-là font énormément d'erreurs. Okay? Il y avait des études qui avaient sorti sur Equifax, notamment, qu'un dossier de crédit sur 3 avait des erreurs dedans. Donc ça couvre quand même une grosse partie de la population. Puis il y a des erreurs minimes, sans trop d'impact, mais il y a des erreurs majeures, comme carrément se tromper de personne. Là. Donc, des fois, on a des noms similaires. Des fois, on a des noms, le même nom avec une date de naissance qui est la même aussi. J'ai déjà vu ça. Et là, ça fait des dossiers de crédit tout mélangés. Donc, premier conseil, avant de parler de comment ça marche et tout ça, là, votre dossier de crédit, vérifiez-le de façon périodique. On suggère à toutes les années de le faire sortir. Il y en a qui ont accès par différentes applications d'institutions financières à leur cote. Il y en a qui ont accès des fois à avoir une partie du dossier de crédit. Je recommande toujours d'aller le sortir à la source parce qu'on voit plus d'informations. Donc, sur les sites d'Equifax et TransUnion, on est capable de demander une copie de notre dossier de crédit. On peut le recevoir de façon gratuite parce que de le vérifier de cette façon-là, c'est la meilleure façon d'avoir l'heure juste au lieu d'avoir un intermédiaire, là. On me disait, moi, à un moment donné, que quand on avait accès à notre dossier de crédit, chaque fois qu'on demandait une information, quelque chose sur le dossier de crédit, ça n'aidait pas le dossier de crédit, ça allait même handicaper notre dossier de crédit. Est-ce que c'est vrai? Il y a deux types de demandes du dossier de crédit. Les demandes que nous-mêmes faisons pour avoir une copie ou consulter notre cote n'influencent pas la cote de crédit. Donc ça, ce que tu as dit là, il y a beaucoup de gens qui pensent ça parce qu'il y a un des aspects de la cote qui est formé. Il y a 10% de la cote, en fait, qui va dépendre du nombre de demandes de crédit. Donc oui, tu as raison que des demandes de crédit, ça va impacter négativement la cote. Des refus, particulièrement, vont impacter la cote, vont impacter 10% de la cote de crédit. Mais les demandes que nous, on fait, ça n'impacte pas. Les autres choses qui vont impacter, les gens souvent vont reconnaître des éléments là qu'ils connaissent bien, comme exemple, le fait de faire ses paiements à date. Bon, mais il y a 35% de la cote qui est bâtie selon est-ce qu'on est à jour partout. Donc ça, si on est à jour, on a un 35% qui est fait. Si on fait peu de demandes de crédit ou que nos demandes sont acceptées, encore là, notre nombre notre 10%, il devrait être beau. Il y a un 15% de la cote qui est formée de l'historique. Donc, depuis combien de temps on a notre crédit. Donc, plus une carte est ouverte depuis longtemps, plus elle nous aide. Donc, ça, c'est bon à savoir pour les gens qui changent de carte. Exemple, on a une carte de crédit, on en trouve une qui est plus avantageuse au niveau des points, on change de carte. Le problème, c'est que si on cancelle, on annule la première carte de crédit, on vient de perdre l'historique. Et des fois, des gens qui changent fréquemment comme ça ne comprennent pas pourquoi ils viennent de changer puis que leur code de crédit est impacté. C'est ce 15%-là qui est impacté. Eh mon Dieu, OK. Ça veut dire qu'il faut être le plus stable possible. C'est littéralement ce qu'on vient de dire, là. Ce que tu dis là, c'est un excellent résumé. Quand on donne des conseils aux gens, là, la stabilité de résidence, la stabilité d'emploi, tout ce qui est le dossier public, tous ces éléments-là rentrent dans ce qu'on appelle les données publiques, donc 10% de la cote qui est fait là-dessus. Donc, tu viens d'en nommer un autre. Et le dernier que j'ai pas nommé, que les gens, et qui compte pour 30% de la cote, que les gens ne savent pas souvent, je dirais là, 80% des gens dans mon bureau ne connaissent pas cet élément-là. C'est l'utilisation qu'on fait du crédit. Ce que ça veut dire, l'utilisation, là, c'est quel pourcentage on utilise de notre maximum. Je vais donner un exemple clair de ça. On a une carte de crédit. La carte de crédit, elle a une limite d'exemple de 3 000. Si à tous les mois, on dépense 2 500 $ sur la carte et qu'on la paye dans les délais, la majorité des gens pensent que c'est parfait pour la cote de crédit de faire ça.
Et non, malheureusement, on vient de scraper 30% de notre cote en faisant ça. Pourquoi? C'est qu'on a utilisé une trop grande partie de notre limite. On a une limite de 3 000. Ce qui est la bonne utilisation d'une limite, là, ça devrait être en bas de 30% de la limite. Donc, si on a une carte de crédit de 3 000, on devrait utiliser seulement 1 000 $ sur la carte. Si on est systématiquement dans le 2 000, ben là, on utilise 66% de notre cote, de notre limite de crédit. Ben là, à ce moment-là, on vient handicaper énormément notre cote de crédit. Ça, moi, personnellement, je l'ai vécu. Quand j'étais plus jeune, je savais pas cet élément-là. J'avais une carte de crédit, exemple, de 2500. Je me rappelle pas des montants, mais je l'utilisais presque pleine à chaque mois et je la remboursais. Ma cote était plafonnée là, autour de 700. Une cote de crédit, ça se situe entre 300 et 900. Tout le reste était beau. Mais la journée où j'ai augmenté ma limite je pense que je l'ai monté à 10 000 $, ben là, à ce moment-là, j'utilisais en bas de 30% de ma limite et tout d'un coup, ma cote s'est mise à monter de façon drastique. Donc, tous ces éléments-là, paiement à date, utilisation d'un bon pourcentage de crédit. Depuis combien de temps on détient notre crédit? Le nombre de demandes de crédit qu'on fait et les données publiques qui sont essentiellement notre stabilité. Là, si on a des procédures judiciaires contre nous, si on a des déménagements fréquents, des emplois qui changent souvent, tout ça va baisser notre cote. Et c'est logique dans le fond. Pourquoi? C'est que la stabilité des gens, le fait que les gens font leur paiement, le fait que les gens utilisent peu le crédit, mais en ont, tout ça, c'est des indicateurs qui sont corrélés avec une bonne santé financière. Les gens qui déménagent souvent ont malheureusement souvent une mauvaise santé financière. Les gens qui changent d'emploi souvent ont malheureusement une mauvaise situation financière. Donc, c'est vraiment des corrélations qui sont établies. C'est pas vrai pour tout le monde. C'est pas comme n'importe quoi. C'est pas magique, mais ça donne une très bonne idée et c'est pour ça que la cote de crédit est bâtie comme ça. Moi, on est une situation difficile, mettons, on déménage et puis on doit s'endetter considérablement pour réussir à rencontrer les deux bouts, surtout là, lorsqu'on parle de déménager dans des situations de divorce, de toutes sortes de raisons qui nous obligent à déménager. À ce moment-là, ce qu'on vient de dire, c'est on risque d'affecter considérablement notre carte de crédit si on est obligé d'accoter nos cartes, d'accoter tout notre système au maximum pour réussir à arriver. Absolument. Parce que les limites qu'on vient de parler, dans le fond, c'est vrai pour les cartes de crédit, c'est vrai pour les marges de crédit aussi, c'est le même principe. Tout ce qui est du crédit qu'on peut payer et rembourser quand on veut. Fait que oui, tu as raison que les séparations vont beaucoup affecter parce que ça va affecter à peu près tout ce qu'on vient de dire en même temps. Fait que c'est sûr que les gens qui se séparent puis qui ont, exemple, là, à racheter une partie de la maison, leur conjoint ou qui ont des moves financiers à faire, ben je recommande de se faire un plan et de le faire tout d'un coup parce que on va tout régler nos problèmes d'un coup et on va, exemple, s'endetter pour régler une situation problématique. On va déménager ou peu importe, on va tout faire ça en même temps. Ça va avoir de l'impact, mais la prochaine fois qu'on va avoir besoin du crédit, ça va être dans plus longtemps parce qu'on a tout réglé d'un coup. L'enjeu va arriver quand les gens règlent une partie du problème et là, finalement, un an plus tard, il faut qu'ils réempruntent, ils font des nouvelles demandes. Là, ils ont déjà déménagé. Tu sais, leur dossier de crédit a commencé à baisser par certaines actions. Là, l'année d'après, ils n'ont pas tout réglé, donc ils continuent de faire des actions. Fait que les gens qui étirent leurs problèmes, qui ne règlent pas tout d'un coup, qui vont pas faire, exemple, l'emprunt, qui ont besoin d'un coup pour tout régler, et qui rentrent dans le budget et qui va leur permettre de régler leur situation, les gens qui étirent ça sur longtemps, ben vont faire baisser leur cote. Donc oui, il y a des stratégies à mettre en place pour optimiser ça. Puis des stratégies comme ça, ben il y en a plusieurs, mais essentiellement, là, c'est les gens qui font un budget, qui s'y tiennent à ça, qui sont capables de faire leur paiement à 100%, de ramener leur carte de crédit à zéro, c'est l'idéal. Toujours payer à 100% la carte, toujours payer à temps, limiter l'utilisation, comme on a dit, garder les vieux comptes ouverts. Hein. Si on veut avoir une nouvelle carte de crédit, ben on peut en demander une nouvelle carte, mais ne pas détruire l'ancienne, c'est bien important. D'avoir peu de cartes de crédit aussi, le nombre de cartes de crédit peut avoir de l'impact parce qu'on a de l'air plus instable si on a besoin de plusieurs cartes de crédit. Et en même temps, on a plus de possibilités d'échapper des paiements si on a plusieurs prêts à plusieurs endroits. Varier le type de prêt qu'on a. Tu sais, les gens qui ont, exemple, une marge de crédit, une carte de crédit, une voiture, une hypothèque, ben, tu sais, c'est très bon. Ils sont déjà, dans la vie normale, les gens qui ont ça, ben, ils sont déjà très variés en termes de type de crédit. Donc, ça, c'est bon. Éviter les refus aussi quand on s'adresse à notre institution financière pour savoir si ça va passer. Ben, essayer d'éviter de faire des tentatives. On va voir si ça va passer. Si vous avez un conseiller qui vous dit ça, ben si c'est refusé, ça va nuire de façon importante à votre code de crédit. Donc, vérifiez que la personne, qu'elle connaît bien ses produits, qu'elle sait d'avance la réponse qu'elle va avoir. Si on pense que c'est refusé, ben peut-être regarder d'autres stratégies à ce moment-là.
Là, ça veut dire que chaque fois qu'on fait un emprunt, peu importe le prix qui passe pas, il y a notre code de crédit est affecté négativement, si j'ai bien compris, en tout moment à ce moment-là. Là. Ben oui, du moins de façon ponctuelle. Donc ça veut pas dire de pas faire d'emprunt parce que le fait de payer une dette va nous aider à remonter notre cote de crédit. Donc exemple, dans un temps normal, ce qu'on verrait, c'est on fait un emprunt, notre cote abaisse un tout petit peu, mais rapidement elle va remonter au-delà d'où elle était. Là, je caricature, mais c'est pour essayer de l'imager. Donc oui, il va y avoir de l'impact quand on demande des prêts. Donc il faut le faire de façon réfléchie, puis il faut le faire quand on en a besoin, et il faut absolument les payer si on veut optimiser notre code de crédit. C'est important de dire que la cote de crédit, c'est ce qui nous permet d'avoir accès à des emprunts, mais il y a d'autres éléments qu'il faut tenir compte lorsqu'on va faire un emprunt. Entre autres, la banque calcule notre possibilité ou notre capacité de payer. Ça fait partie aussi un petit peu de l'emprunt, mais c'est pas nécessairement dans la cote de crédit, si je me trompe pas, Pierre-Paul. Exactement, c'est ça, le niveau d'endettement, qui est un autre calcul complètement, qui va être essentiellement de voir, bon, c'est quoi nos dépenses clés, nos coûts en dette, et c'est quoi notre revenu. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui a des revenus plus bas, ben, va avoir automatiquement moins une capacité d'emprunt. Donc, même si on a une cote de crédit très bonne, si on n'a pas la capacité, selon la banque, de rembourser, ben, ça va affecter notre capacité d'emprunt. Même si on a quelqu'un qui nous aide, même si on a des fois, c'est là que ça nous prend un endosseur, justement, parce qu'on n'a pas le revenu qui va nous permettre d'emprunter. Et aussi, ben, la durée d'emploi. Si on vient de changer d'emploi, qu'on amène un talon de paye puis qu'on a un bon revenu, ben, des fois, ils vont exiger que ça fasse 3 mois, 6 mois. Exemple, qu'on soit à l'emploi de l'employeur actuel. Ben, tout ça, c'est des éléments qui vont que la banque va tenir compte. Notre historique aussi avec l'institution financière. Si on fait une demande à une nouvelle institution qui ne nous connaît pas, qui n'a pas dans son historique tout notre historique de paiement, sont beaucoup plus frileux aussi. Donc, quand on est dans notre institution financière, on a souvent un petit peu plus de marge de manœuvre. Puis, il faut comprendre que la cote de crédit à Equifax et TransUnion, elle n'est pas la même si on va à une banque versus une autre pour la demander. Vous n'aurez pas le même chiffre. C'est vraiment des algorithmes très complexes et ils sont pondérés de façon différente dépendamment d'une institution à l'autre. Donc, ça veut pas dire que si la cote est différente d'une place à l'autre qui sont dans le champ, c'est juste normal. C'est que c'est des algorithmes qui sont ce que je vous ai fait aujourd'hui, c'est des résumés, mais c'est extrêmement complexe. Puis la recette d'exactement comment c'est calculé, ce n'est pas divulgué parce que les gens pourraient faire le minimum et bien comprendre qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, mais ça serait un moins bon indicateur de santé financière si les gens s'attaqueraient plutôt à des critères précis. Donc là, on connaît les critères généraux, on sait en gros ce qu'il faut faire. Donc, ultimement, si on mène entre guillemets, une bonne vie financière, ben, on va avoir une bonne cote de crédit et d'avoir un niveau d'endettement qui est raisonnable, ben, ça va nous permettre de payer nos dettes et de pas avoir des retards, ce qui va aussi aider notre cote de crédit. Fait que c'est un tout. Il faut avoir essentiellement un budget pour se diriger là-dedans pour voir c'est quoi notre capacité. Et après ça, ben, il faut s'attaquer aux différents éléments qu'on vient de parler aujourd'hui si on veut augmenter notre cote de crédit parce qu'on veut la bâtir ou si on a eu des difficultés qu'on veut le rebâtir, c'est les mêmes éléments qu'il faut faire. Puis il ne faut pas oublier que ces deux institutions-là ne sont pas des institutions gouvernementales. Hein? Si je ne me trompe pas, c'est des privés. Non, tout simplement, c'est des entreprises qui agrègent les données. En plus, ils ne portent pas de jugement sur les données. Donc, ça veut dire que si une institution financière leur envoie de l'information, eux autres, ils la prennent, ils la mettent dans le système. Donc, ils sont pas nécessairement responsables. Donc, c'est là qu'il arrive quand c'est difficile de corriger des fois des mauvaises entrées. Il faut s'adresser en premier lieu à l'institution qui aurait fait l'erreur, si erreur il y a. Et dans un deuxième lieu, si ça fonctionne pas, ben là, il faut rentrer dans un long processus fastidieux avec eux pour faire corriger. Je le souhaite pas à personne, mais si on a besoin de le faire, il faut le faire parce que ça peut nous nuire pour des emprunts futurs. Génial. Pierre-Paul, c'est déjà tout le temps qu'on a. Encore une fois, ça doit passer trop vite. On donne les coordonnées pour vous rejoindre, mon cher. Oui, les gens peuvent nous joindre au 1-844-LACAS, peuvent nous écrire à info@lacasyndic.com, peuvent nous rejoindre sur LinkedIn, sur Facebook, LACAS et Associés. Et évidemment, on répond à toutes les demandes en temps très rapide pour aider les gens, que ce soit pour la gestion budgétaire, le règlement de dette, les difficultés financières, même pour des gens qui ont des simples questions sur le dossier de crédit, comme on vient de parler là. On est là pour ça. Merci beaucoup, Pierre-Paul.